Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Goldstein. Bienvenue sur Humain, le podcast qui nous invite à partager un moment de la vie de personnalités comme vous, comme moi, comme nous. Tous ont accepté de faire un bout de chemin avec moi pour vous partager durant 1 heure leur humanité à travers la singularité de leur parcours et de leur chemin de vie. Bonne écoute! Bonjour Yves. Bonjour Laurent. Je suis enchanté de t'avoir. Quand j'ai créé ce podcast, tu étais une des premières personnes qui m'est venue à l'esprit parce que voilà des années que je te connais et je trouve que ton parcours est assez exceptionnel. Je suis heureux que les auditeurs de Humain puissent te découvrir pour ceux qui ne te connaissent pas encore et puis avoir la possibilité de pouvoir découvrir tes travaux. Je mettrai naturellement dans le descriptif de cet épisode l'ensemble des liens qui vous seront utiles pour retrouver à la fois les ouvrages de Yves, et il y en a quelques-uns, mais aussi sa chaîne YouTube que je vous invite vraiment à aller voir, notamment sa dernière série qui est magnifique, qui s'appelle J'ai 2 mots à vous dire. Ce sont des petites capsules vidéo de 4 minutes et demie. Voilà, donc j'ai fait une petite intro Yves, c'est assez inhabituel, j'aurais pu dire beaucoup plus de choses, mais bienvenue, et pour ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais que en quelques phrases, tu puisses nous expliquer qui tu es, ce que tu fais actuellement, et surtout d'où tu viens, et comment t'en es arrivé, et en quoi ton parcours est vraiment intéressant, de mon point de vue. Je souris parce que plus l'âge avance, et moins je prends de plaisir à me présenter, parce que même l'idée de dire qui je suis aujourd'hui, par rapport à mes travaux, n'a plus de sens. Je vais néanmoins répondre à ta question, en tout cas pour identifier quelques points. Je me nomme Yves Richer. Je suis d'origine bretonne, avec tout ce que ça implique d'influence. Je suis plutôt un breton des forêts, plus que la mer, et pourtant je suis proche de l'eau. Entrepreneur, je dirige une maison d'édition, mais je m'identifie plus comme un entrepreneur que comme un dirigeant. Je dis souvent que je dirige, je suis compétent dans la direction, mais cela ne m'amuse pas. No offense à ceux qui travaillent avec moi, évidemment, ils le savent. Ce qui m'anime, c'est toute la partie chercheur autonome, chercheur indépendant. Je suis docteur en sémiologie, passionné par la lexicographie, l'étymologie et l'anthropologie, qui nourrissent de très loin tout mon temps. À mes heures perdues, qui sont rares, mais que je nourris surtout le soir, je suis réalisateur, et effectivement, depuis un peu plus d'1 an, j'ai lancé 2 nouvelles séries sur YouTube, en effet, J'ai 2 mots à vous dire, qui est née de l'envie de rendre accessible au plus grand nombre, sans aucune contrepartie de quelque nature que ce soit, l'accès aux mots, à leur histoire, indépendamment de tout ce qu'on peut y mettre comme projection, comme figuré. Et la dernière série, qui se termine là, c'est ce week-end, c'est la série 1866, et ce sont les fameuses capsules de quelques minutes, 1866, et j'ai choisi ce titre en référence à l'année de parution du premier des 17 ouvrages de Pierre Athanas Larousse. J'ai la chance de posséder ces 17 volumes, et je crois que ça dit pas qui je suis, mais ça résume les axes qui me caractérisent, sachant que je suis plutôt quelqu'un de discret, me semble-t-il en tout cas. Je n'aime pas voyager, et pourtant je voyage beaucoup dans le cadre de mes travaux. C'est-à-dire que j'ai adoré, sauf depuis la Covid bien sûr, mais je crois que c'est plutôt ça qui me caractérise, si tu veux. C'est mes nombreux voyages dans le monde, au Chili, en Inde, dans l'Himalaya dans le cadre de ma thèse de doctorat, la Chine, les Philippines depuis maintenant 4 ans, ont été particulièrement,
comment dire, je pourrais dire ça, pour un sémiologue, c'est rigolo, parce que je cherche le mot juste, mais ce sont des voyages qui ont fait de moi d'ailleurs le nom que j'ai donné à la maison d'édition, c'est-à-dire un homo viator. Le nom homo viator a été donné à Ulysse, ce qui signifie littéralement celui qui se forme par et dans le voyage. Et je te remercie de ta question, car finalement, si je devais non pas me définir, mais donner un point d'identification, je ne suis finalement qu'un homme qui se forme par et dans le voyage. Et tu es aussi un observateur de la nature. Tu as aussi été à l'initiateur, tu parlais tout à l'heure de tes voyages. Je sais que tu collabores avec quelques ONG, tu es l'initiateur du projet d'Hydro. Tu peux nous en dire peut-être quelques mots aussi. Alors, oui, en effet. Alors, je travaille entre autres aujourd'hui avec l'ONG Ecotone Résilience, qui a un projet absolument magnifique aux Philippines, sur l'île de Mindoro occidentale, où je me rends depuis maintenant 4 ans, excepté depuis la Covid, puisque tout a été arrêté, et où je collabore avec eux, surtout sur la dimension sémiotique et anthropologique des cultures Iraya et Tagalog qui se trouvent sur place. Et j'avais commencé à faire un travail d'observation des Iraya, qui est un peuple autochtone, à l'écart de notre culture. C'est une culture qui n'a pas d'écriture, par exemple, et qui me fascine par cette extraordinaire capacité d'agilité. Je pèse mes mots, puisque nous avons une tendance fâcheuse en France à utiliser le mot agilité en dehors de son sens initial. Je l'ai utilisé tout à l'heure en avant-propos de notre enregistrement. Et le mot agile s'observe dans leur capacité à monter à des cocotiers de plus de 20 mètres, à être capable d'escalader des rochers quasiment glissants au bord des rivières, etc. Donc oui, ce travail d'observation des activités humaines me passionne, et c'est d'ailleurs ce qui a conduit à créer Talent Trivial, qui est la marque diffusée par les éditions de l'Homo Viator, et qui a permis de créer il y a un peu plus de 10 ans de cela un protocole d'évaluation des aptitudes naturelles corrélées à des activités humaines. Oui, j'aimerais qu'on y revienne un peu plus longuement tout à l'heure, parce que ce sont vraiment des travaux qui méritent d'être découverts et qui peuvent être accessibles au plus grand nombre. Tes travaux, pour moi, m'ont révélé beaucoup de choses, notamment, j'y reviendrai encore une fois, en tous les cas, je souhaiterais que tu puisses y revenir, notamment sur l'approche des potentiels. J'ai eu l'occasion de te voir quelques fois en conférence, et tu as cette capacité à nous expliquer qu'en fait l'intelligence est multiple et qu'il est important de détecter le potentiel de l'adulte ou de l'enfant afin qu'il puisse être orienté et réussir au mieux sa vie professionnelle et personnelle aussi, puisque tout ça c'est dans une approche holistique. Mais j'aimerais qu'on revienne sur ces travaux, si tu le veux bien, un peu plus tard. Tu es aussi un observateur de la nature. Moi, je suis fasciné aussi. Tu avais fait toute une série il y a de ça quelques années, et notamment tu avais observé la nature et la capacité de la nature à passer de reprendre ses droits, même lorsqu'il y a du béton ou des choses où tu montrais que finalement la nature, si on était en capacité de l'observer, nous donnait beaucoup d'enseignements. Je me souviens et du coup, ça nous rend un tout petit peu plus contemplatif. Moi, j'observe de temps en temps entre deux pavés une petite fleur passée, et je me dis, tiens, à chaque fois, je pense à tes travaux d'observation. Je ne sais pas si c'était dans le cadre de ta thèse doctorale, il me semble-t-il. Hein. C'est ça. C'était mon dernier corpus, en fait. D'accord. Mon dernier corpus, puisque ma thèse qui m'a pris 5 ans de ma vie, quand je dis 5 ans de ma vie, c'est au sens engagé dans cette thèse qui m'a conduit à beaucoup voyager dans le monde. Et entre autres dans l'Himalaya, qui a été transformateur. C'est-à-dire l'homme que... Je me souviens très bien que lorsque je suis revenu, je savais que je n'étais plus du tout le même homme que lorsque je suis arrivé. Pour des raisons d'abord
très simple, hein, c'est-à-dire que j'ai vécu avec des humains dont les fondements de pensée, dont la réalité de vie n'avait aucun point de comparaison avec la nôtre. Et comme j'étais dans ces travaux de recherche en sémiologie, des langues comparées, donc j'ai travaillé sur aussi cette dimension de la langue asiatique, en particulier le chinois, et par rapport à la langue française, avec d'origine grecque, principalement grecque en tout cas, ce que j'ai tâché de faire, si tu veux, quand je suis arrivé là-bas. Je me souviens très bien mon arrivée, c'est un long voyage, j'ai mis 1 semaine pour y aller. Déjà, il faut bien comprendre, je vais partir de là. C'est-à-dire que quand j'ai quitté la France, j'ai mis à peu près, je sais plus si c'est 12 heures ou 14 heures pour arriver à Katmandou. Le temps d'absorber le décalage horaire. Je suis parti après à l'aéroport de Nepalgunj, qui se trouve il faut prendre l'avion pour aller là-bas. À Nepalgunj, il faut attendre que les conditions atmosphériques dans l'Himalaya soient favorables, et tu peux rester 3 jours, 4 jours, 5 jours à Nepalgunj. C'est-à-dire que tu peux être sur le point de prendre l'avion, c'est ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire qu'on était sur le point de monter dans l'avion, et en fait on nous a fait descendre parce que un orage avait éclaté, et il a fallu attendre 48 heures de plus. Et donc quand tu prends l'avion, je me souviens encore, ce sont des petits coucous, tu vois les pilotes, et quand tu arrives à Simikot, qui est l'un des 3 aéroports de l'Himalaya, quand tu arrives en avion, je me souviens très bien, t'as un mur de pierre, t'as une falaise, et tu te dis, si jamais le gars il rate la piste, c'est fini. Alors évidemment, c'est fugace quand tu te le dis, mais il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, nous sommes dans un avion qui fait beaucoup de bruit, on est c'est très clos, c'est pas un 747, c'est un petit avion, et en fait, tu ne peux qu'accepter le cours des choses. Tu ne peux qu'accepter le cours des choses, tu vois. Et ça a dû changer aussi ton approche de la temporalité, puisque en fait, tu pars à un moment, mais tu ne sais pas à quel moment tu vas arriver. C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'expression que l'on donne de manière finalement très classique, voilà, je sais quand je pars, je sais pas quand j'arrive, on le dit, mais on ne pèse pas les mots quand on le dit ici. Là-bas, les mots, tu les pèses parce que tu les sens à chaque pas. Une fois que tu es arrivé à Simikot, on est resté dormir la nuit, et ensuite c'est 3 jours de marche. Il faut 3 jours pour aller dans le village de Yalbang. Et le premier renseignement, je dis, je garde un souvenir encore ému quand j'en parle. C'était que les guides, à un moment donné, me disent, en anglais, ils me disent de marcher là où les pas des ânes allaient. Alors je me souviens de ma surprise, je leur ai demandé, mais pourquoi ? Parce qu'ils me disent, là où les donkeys marchent, c'est ce qu'on appelle les donkeys, c'est un croisement de l'âne et du cheval, il ne peut rien vous arriver parce que le donkey est attentif à 2 choses, l'économie et la sécurité. Donc d'une part, cette notion de l'âne en France est totalement inappropriée, puisque d'une part l'âne est loin d'être bête, l'âne possède une capacité d'intelligence forte, puisque la raison pour laquelle il n'avance pas, c'est parce qu'il trouve la décision de son maître stupide. Faut jamais l'oublier. On pourra l'extrapoler largement aux salariés, aux collaborateurs. C'est-à-dire que le prof de l'âne refuse la bêtise de son maître ou d'un maître qui lui fait faire quelque chose d'inapproprié et de non adapté à la circonstance. C'est important c'est très important. C'est extraordinaire de voir ça. Oui. Et ensuite, effectivement, j'ai suivi les ânes, je les ai observés pendant 3 jours, et l'âne est par principe un animal d'économie. Tout est à l'économie. Et j'ai beaucoup appris, quand j'ai beaucoup appris, c'est que c'est le cumul de mémoire associé, les photos que j'ai pu prendre, j'ai pris des photos d'eux, j'ai tourné, et qui fait que quand ils ne sont pas en activité, ils restent là, et ils vont choisir des positions au vent.
pour se rafraîchir, parce qu'il fait très chaud. Hein, c'est une température de type micro-ondes hein, qu'on a là-haut. Hein, on était à 2800 mètres. Et c'est une chaleur brûlante. J'avais jamais connu une chaleur comme ça. Ce qui est pas du tout la même chaleur qu'aux Philippines. Les Philippines, c'est une chaleur écrasante. Il y a 90% des hygrométries, c'est extrêmement lourd, c'est écrasant. Là-bas, c'est une chaleur brûlante. Et c'est une configuration, c'est-à-dire du temps et l'espace, où la configuration, c'est une configuration de montagne. J'ai vu des agriculteurs travailler la terre sur des pentes entre 12 et 18 degrés. Je ne sais pas si tu imagines ce que ça représente d'un point de vue de la gravité. Bah oui, c'est considérable. Et en fait, quand tu la regardes, j'ai des vidéos où quand je regarde les vidéos après, je me dis mais est-ce que je tourne la caméra ou est-ce que c'est vraiment ça? Et en fait, la caméra est bien droite. Donc oui, je suis revenu autre. Et surtout avec, j'y ai laissé mes idées grecques, je dirais, en grande partie. C'est-à-dire que j'ai compris que tout ce qu'on disait sur l'identité et la personnalité n'était que des constructions européennes, des constructions fort intéressantes au demeurant, mais totalement inutiles au fin fond de l'Himalaya. Donc si c'était inutile là-bas, pardon, il n'y a pas de lapsus dans ce que je viens de dire, il n'y avait donc pas de raison que ça ait de l'utilité ici. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai focalisé tout mon travail sur le potentiel, hein, qui est le cœur de ma thèse professionnelle d'abord à l'université de Tours, puis ma thèse de doctorat à Diderot, où je dis en blaguant que j'ai passé 8000 heures sur ce mot. On peut passer 8000 heures sur un tel mot. Mais ça a été un mot qui a totalement construit et qui aujourd'hui est au cœur de toutes mes décisions de vie, de dirigeant, d'entrepreneur, d'homme, d'amis, de compagnons, etc. Tu es un entrepreneur à succès, tu développais tes affaires, tu t'es lancé dans une thèse doctorale. Comment est-ce qu'on arrive à faire tout ça? Je sais que tu avais des rituels. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns? Et pour les personnes qui, par exemple, et j'en accompagne quelquefois, font à la fois une vie professionnelle, ont une vie personnelle, et en plus souhaiteraient reprendre des études ou, niveau master 2, comment est-ce que toi tu faisais pour réussir à faire tout ça? Je sais que tu travailles énormément, mais est-ce que tu avais des rituels ou des manières de travailler qui pourraient finalement être utiles à tout un chacun? Alors oui, j'en avais, j'en ai toujours, oui. Qui m'ont été inspirés par d'autres bien avant moi. Je vais donner un exemple, l'exemple de Benjamin Franklin, qui avait élaboré ses rituels de vie autour de 13 grandes vertus. Et son organisation de la journée que j'ai pris pour moi. Et alors je me lève un tout petit peu plus tard que lui, parce que lui se levait à 5h du matin. Moi je me lève tous les jours à 5h30 du matin. Je commence ma journée à 6h précises. De 6h à 9h, je traite mes mails, mes dossiers qui demandent de la concentration. À partir de 9h, je m'occupe des dossiers clients. Je prends les rendez-vous qui sont des rendez-vous où nécessitent une concentration, où je sais que je vais avoir du temps avec eux. L'après-midi, je me concentre plutôt sur des sujets qui sont qui demandent moins de densité de concentration et de charge mentale. J'arrête en général vers 18h. J'ai une chienne qui s'appelle Athéna, et donc je la remercie tous les jours parce que grâce à elle, j'ai un bois pas très loin de chez moi, et je fais en général 3 sorties par jour d'une demi-heure. Et ce que je fais, c'est que tous les jours, quand je vais là-bas, je prends des photos, je prends des vidéos de la nature, et je l'observe. C'est-à-dire que j'ai plusieurs points d'observation, et tous les jours, j'observe ce qui pousse. Pour une raison très simple, c'est quelque chose qui me calme. Bon, je suis pas quelqu'un d'énervé spécialement, mais ça me calme au sens, ça pacifie les temporalités folles de la digitalisation de l'humanité, et ça rappelle que la nature n'a pas d'objectif. Elle vit sans objectif. Elle est processive. Elle est organique par principe, donc elle travaille sur un principe de continuum. La notion de saccade n'est pas quelque chose qui est observable dans la nature.
Donc, quand j'y vais, je prends d'abord le plaisir de sortir ma jeune chienne. Mais marcher, c'est simple. Marcher, c'est temporaliser. Marcher, c'est temporaliser. Quand tu marches, tu temporalises. Quand tu es assis, tu ne temporalises à rien. Et donc, ton esprit, du grec nous, hein, c'est ton esprit, il est un peu en apesanteur. C'est-à-dire que tu penses en apesanteur. Ce qui est très bien dans certains cas. Le problème de penser en apesanteur, c'est qu'à un moment donné, tu touches plus le sol. Au sens terrestre du terme. Et marcher, ça rythme ta pensée. Ça rythme la pensée. Donc, ça me permet, si tu veux, dans mes rituels, de tenir ça. Ensuite, j'ai un principe très simple, c'est je déteste perdre mon temps, et je déteste qu'on me fasse perdre mon temps. Donc je peux avoir, et les gens qui me connaissent le savent, hein, je peux exprimer mes agacements assez rapidement. Je le dis, les gens le savent, je me sens agacé actuellement. Vous me faites perdre mon temps, ou je perds mon temps. Je le dis. J'ai été très inspiré par l'étude des mots. Et d'ailleurs, je dis souvent blaguant que je ne suis pas quelqu'un de sympathique. Je pense que je suis pas quelqu'un de sympathique. Empathique, oui, mais pas sympathique. C'est-à-dire que l'empathie, c'est justement appréhender la spatialité, la réalité de l'autre, et s'ajuster à son temps à lui. L'empathie, alors indépendamment du pathos qu'on a fait, parce que je suis en train d'écrire, je finis un livre sur l'empathie qui s'appelle La revanche des empathiques, ni faible ni lâche, où je déconstruis la psychologisation de l'empathie pour le remettre dans un autre champ. Et en fait, ce qui est étonnant, le premier d'ailleurs qui a parlé de la sympathie, mais dans le champ empathique, qui vient au début du XXe siècle, c'est Adam Smith. Dans sa théorie des sentiments moraux, je me suis offert ces deux ouvrages du XVIIe siècle. Et ce qui me marque, hein, ce qu'on retrouve d'ailleurs chez un certain nombre de personnages, c'est justement cette volonté de ne pas se laisser prendre leur temps par les autres. Donc c'est pour ça que quand les gens me demandent quelque chose, je leur demande, quand ils me posent une question, je leur demande systématiquement est-ce que leur question est utile, par exemple. D'accord. Alors les gens sont souvent interpellés, ils me disent oui, mais ça veut dire quoi une question utile? Ça veut dire est-ce que votre question va apporter quelque chose de supérieur à l'existant? Donc je ne réponds pas aux questions intéressantes, parce que les questions intéressantes n'intéressent que celles et ceux qui les posent. Alors tu me trouveras peut-être un peu dur, et j'espère que les auditeurs n'y verront ni condescendance. D'ailleurs je rappelle que le mot condescendance tel qu'on le connaît aujourd'hui est faux, puisque le mot condescendant vient de condescérer, qui veut dire littéralement se mettre à la hauteur de l'autre. C'est donc un terme de spatialisation aussi, en tant que tel. Et c'est vraiment au sens, nous n'avons pas de temps à perdre, ni vous ni moi. Et la raison pour laquelle je fais ce que je fais, c'est parce que j'appliquais à la lettre les grands principes chinois ou asiatiques. C'est-à-dire, je sais non agir, par exemple. Je ne suis pas quelqu'un qui est l'éloge de l'agir héroïque, qui est fatigant au final. Je ne suis pas quelqu'un qui... d'ailleurs, ça va te faire sourire, mais je ne cherche pas à briller. D'abord parce que les gens brillants n'éclairent personne. Et briller, ce n'est que refléter une lumière. Donc je préfère travailler à éclairer, déjà éclairer ma propre route. Éclairer, c'est construire. Il faut du temps pour éclairer. Ça produit l'énergie. Donc l'étude fait partie de mes rituels. Hein. J'étudie tous les soirs, 1h30 en moyenne. C'est un choix. Hein. Pourtant, Dieu sait que je suis fan de cinéma et de séries. Hein. J'adore ça, mais c'est un peu comme le sucre. Hein. Ça donne des carrés au cerveau. Et donc cette addiction dont je suis très conscient, parce que c'est un monde d'images qui me parle, que je trouve aussi très inspirant, mais je me donne aussi des contraintes de temps, un peu comme le chocolat, tu vois, je me donne des contraintes de temps, donc en général je dîne à 19h30, à 21h j'arrête la télé, et de 21h à 22h15, 22h30 maximum j'étudie, ou à 20h30, pourquoi? Parce qu'à 22h pile, j'arrête en général de travailler. Mes rituels, c'est ça, je sors à 22h ma jeune chienne, puisque faut la sortir tous les jours, évidemment. Ben oui. Et plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour. À 22h15, je suis au lit, et je lis encore un petit peu. Et j'ai une très grande chance, c'est de pouvoir m'endormir en moins d'1 minute. Ouais. Donc je sais exactement que si je coupe la lumière à 22h28, à 22h30, je dors. Alors ça, c'est une chance extraordinaire parce que je peux parfaitement maîtriser mes temps de sommeil.
Et du coup, quand je me lève à 5h30, je me lève à 5h30. Voilà. Donc ça, ce sont mes rituels. Je ne regarde pas de films violents. Je n'écoute plus la radio. Je n'écoute pas la télé. Ou très peu. Je me désabonne de tout ce qui, sur les réseaux sociaux, crée de la charge mentale inutile. Oui. Et voilà. et c'est ce rituel, la question qui me vient assez naturellement, c'est où trouves-tu l'énergie? Parce que nous nous connaissons, je te suis maintenant depuis presque 15 ans, me semble-t-il, je vais pas remonter trop loin. Où trouves-tu cette énergie, en fait, qui fait beaucoup d'envieux? Parce que d'abord, il y a deux choses dans ce que tu nous dis. La première, c'est une forme de discipline. Est-ce que ça t'est venu naturellement? Tu nous as expliqué, tu nous as parlé d'Adam Smith, mais est-ce que ça t'est venu facilement? Est-ce qu'il y a un temps? J'ai discuté avec Paul Didier il y a quelque temps qui parlait de toute autre chose, qui parlait de la recherche du temps perdu et disait-il, il faut y entrer avec humilité. Et est-ce qu'il t'a fallu un temps d'adaptation pour absorber finalement ce rituel ou cette charge de travail liée à ce rituel? Parce que je sais qu'il t'est arrivé de travailler 7 jours sur 7 à raison de 14 heures par jour. Et beaucoup de gens se disent « Waouh, si seulement j'avais autant de temps !» En fait, c'est gentil de dire comme ça, mais en fait, moi, je suis très clair sur mon projet de vie. Et je sais que la vie, je sais jamais quand est-ce qu'elle peut s'arrêter. Donc, tu sais, j'ai fait la formation pendant plus de 20 ans. J'ai formé plus de 5000 personnes en France et dans le monde. J'ai commencé à l'âge de 27 ans la formation. J'étais coach à l'âge de 19 ans. Et j'ai beaucoup écouté les personnes. Et quand je dis les écouter, c'est pas vrai. En fait, je les ai beaucoup observés. Parce qu'en fait, on n'écoute pas, on observe d'abord. Le fantasme de l'écoute qui est omniprésent chez tout le monde. Tu sais ce que j'en pense. Oui. Donc, l'observation a toujours conduit à un questionnement. C'est-à-dire que très tôt, en fait, je crois que j'ai une vraie chance, c'est que je sais où est mon ego, mais j'ai l'avantage d'avoir un ego qui est pas trop encombrant. C'est-à-dire que je n'ai jamais éprouvé le besoin de prouver quoi que ce soit. Sauf peut-être pendant un temps de ma post-adolescence et de ma vie de jeune adulte, parce que mon chemin de vie a été particulièrement douloureux et difficile. Mais ce sont des réactions plutôt normales au regard d'un contexte social. Mais il y a eu une transition à partir de mes 20 ans qui fait que j'avais naturellement cette capacité d'observer les personnes, et plutôt que de me mettre en compétition avec eux, j'allais les voir pour leur demander comment ils faisaient. Et j'ai développé des capacités de mimétisme et d'imitation. Donc je ne suis pas quelqu'un qui copie, je suis quelqu'un qui imite. Et j'ai compris d'ailleurs dans les études bien plus tard que les grandes cultures asiatiques, que les stratèges étaient des imitateurs. Fondamentalement des imitateurs. Et principalement des imitateurs de la nature. Mmh. D'accord ? Ça, c'est vraiment un aspect important. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai très vite dissous en moi tous ces sujets de questionnement inutiles. Qui je suis, ce que je vaux. Ce sont des questions qui ne me sont jamais venues à l'esprit parce que j'ai compris naturellement que ces questions n'avaient aucun sens. Et que plutôt que de passer du temps à se questionner sur des questions inutiles, il valait mieux prendre ce temps pour aller observer celles et ceux, y compris du monde animal et végétal, qui faisaient et qui opéraient naturellement. Et c'est pourquoi j'ai conduit mes travaux de recherche par la suite sur les modes opératoires naturels. Oui. Parce que ce qui me fascinait, c'était je cherchais à comprendre comment des personnes qui n'avaient pas eu d'apprentissage formel étaient capables de produire ce qu'ils produisaient. Certes, j'ai étudié les travaux de Howard Gardner, des intelligences multiples, j'en ai beaucoup parlé, puis je m'en suis détaché car j'observais sur le terrain que sa théorie concept avait ses propres limites. Puis je me suis engagé dans l'étude historique et étymologique du mot intelligence. J'ai observé et constaté que l'usage du XXe siècle du mot intelligence était inapproprié, pour ne pas dire fausse, ce qui m'a conduit à
aller très loin, je suis remonté moi très loin dans cette notion, puisque le mot le plus ancien dans la lignée qui a donné la parenté d'intelligence, c'est le mot de la métisse, qui était le cœur de ma thèse, la métisse des Grecs et le chinois, et qui a été amalgamé à tort avec l'analysis qui venait de la mathésis, et qui a donné lieu, qui a été amalgamé à tort avec l'intelligence. On dit que les gens qui sont intelligents savent analyser, c'est faux, puisque l'intelligence n'est pas du tout liée à l'analyse, contrairement à ce qu'on dit. Elle est liée, entre autres dans la métisse, à une pensée de circonstance, pensée circonstanciée. Et ça, c'est ce qui est le trait commun à toute l'humanité. Les Ariens n'analysent pas, parce que l'analyse, elle nécessite des axiomes, elle nécessite un modèle, etc., etc. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas. Comment t'es venu, tu as parlé tout à l'heure et de ton parcours de vie, d'avoir démarré relativement jeune dans la formation, dans l'observation, et je confirme, moi, j'ai pu t'observer. Effectivement, je me souviens toujours de tes petits carnets où quand tu écoutes quelqu'un, regardes quelqu'un, tu prends, ou quelque chose te vient, tu prends des notes, donc t'écris beaucoup. Comment ça t'est venu et à quel moment? Alors, est-ce qu'il y a eu un déclic? Qu'est-ce qui a fait que l'homme que tu es devenu, à quel moment il y a eu le déclic qui t'a amené à t'intéresser à tous ces sujets, à développer ces travaux sur les modes opératoires naturels qui sont absolument, enfin vraiment, et moi j'en parle alors en toute humilité, parce que vraiment je les trouve, j'ai trouvé que c'était une vraie avancée, et quelquefois je recommande aux personnes d'essayer de trouver tes sites, parce que ce qui est intéressant dans les travaux de Yves, c'est, je parle de toi là maintenant, c'est le fait de partir. On a longtemps pensé que le QI était la seule chose, que un enfant qui ne faisait pas un bac scientifique ou qui n'était pas doué scientifiquement aurait des difficultés, que la voie royale était la voie scientifique. Et finalement, tu révolutionnes tout ça parce que tu nous montres que quelqu'un qui peut être extrêmement malheureux parce qu'il a été orienté dans une filière de type audit, travailler dans les grandes entreprises, finalement ne comprend pas pourquoi, alors que elle gagne bien sa vie, ne comprend pas pourquoi elle n'est pas totalement satisfaite, parce que peut-être que son mode et avec les travaux que tu as faits, s'est rendu compte que son mode opératoire naturel était kinesthésique, et je crois, tu cites souvent cette personne qui est devenue meilleure ouvrier de France en maroquinerie, si mes souvenirs sont bons, voilà, et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Alors merci. Alors juste pour le terme kinesthésique, effectivement c'est un mot que j'emploie, mais au sens de la proprioception et non pas au sens de la programmation. Je me suis peut-être trompé, hein. Non, tu t'es pas trompé. Un peu d'humilité. Je regarde avec beaucoup d'humilité ça. En fait, et soyons clairs, d'ailleurs, je travaille aussi avec des psychologues aujourd'hui. Ouais. Je n'ai rien contre la psychologie. Je suis juste opposé au psychologisme. Un peu comme l'anthropomorphisme, c'est d'attribuer à toute activité humaine les attributs de la psychologie. La psychologie a apporté un matériau de pensée important, mais toute l'humanité ne peut pas se résumer à cette seule discipline. D'accord ? Ça, c'est un premier point. Ensuite, en tant que sémiologue, je fais un travail très simple, c'est-à-dire quand j'observe un mode opératoire, qu'est-ce qu'un mode opératoire ? C'est un continuum gestuel, un continuum corporel, un continuum de pensée qui produit un résultat. Au sens résultaré, c'est-à-dire un objet observable, avec ces notions du préfixe, l'objet, ce qui n'a pas de nom, se nomme objet, ce qui posé à la vue n'est pas encore nommé. Donc lorsque je vais travailler à observer une personne opérée, qu'est-ce que j'observe ? Je regarde comment elle se dépasse dans le temps, je regarde ce qu'elle regarde, je regarde ce qu'elle ne dit pas, j'observe, donc c'est ce qu'on appelle les signifiants, c'est-à-dire les images acoustiques, et tout le travail après de lexicographe et d'étymologie, c'est de chercher les mots précis et corrects qui vont pouvoir nommer précisément ce qui est observé. Donc je n'utilise jamais les mots figurés, c'est pour ça que je suis assez opposé à l'usage inapproprié du mot surdoué à tout va.
D'abord parce que le mot surdoué a été créé pour un seul homme qui s'appelle Santiago Rossignol, par son meilleur ami Léon Daudet. J'en ai fait l'étude très approfondie. Alors je suis pas opposé à ce que certains s'auto-proclament surdoués, mais je dis juste que l'histoire, c'est pas ce qu'elle raconte. Ensuite, des mots comme talent, ça m'ennuie qu'on continue à dire que le mot talent est ce que les gens ont, c'est faux. Dire ça, c'est perpétuer une parabole religieuse dont on sait très bien que la parabole est construite à la fois sur la base d'un récit et d'un message caché. Donc on peut pas, si tu veux, c'est pas ça la science. Je revendique l'intention scientifique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la science, c'est l'observation de phénomènes. Et la science implique à la fois beaucoup de modestie. La science n'est pas idéologique. Elle vient pas en disant c'est ça. Elle dit il se peut que peut-être ce soit ça, mais regarde notre culture, notre langue. Par exemple, la culture occidentale est une culture où la langue est une langue en grande partie indo-européenne, avec une écriture alphabétique, et qui donc, par définition, jugée partie. C'est ce que j'ai reproché au QI, c'est-à-dire que le QI peut pas à la fois être jugé partie de lui-même, on peut pas utiliser une modalité de langue, l'arithmétique, pour justifier une autre modalité du langage, qui est finalement la phonétique et la sémantique. C'est comme prendre le jaune de l'œuf pour justifier le blanc. Pour pouvoir travailler de manière scientifique, il aurait fallu prendre les œufs des autruches, les œufs des ornithorynques, les œufs des tortues, et puis à partir de ce moment-là, regarder avec des œufs de poule ce que ça donne. Donc c'est ça que je dis, c'est-à-dire que la pensée scientifique dans les sciences humaines doit, me semble-t-il, repartir de son fond d'entente. Et son fond d'entente, c'est comment pense-t-elle? Quelle est sa forme de langage? Comment elle construit? Je suis ennuyé, aujourd'hui, de l'usage inapproprié des figurés pour les élever au rang de concept puis au rang de science. Tu connais ma position dessus. Dans l'absolu, c'est pas un problème. Ça devient un problème quand on commence après à en vouloir faire des objets de science au quotidien. Voilà. Mes rituels, c'est ça, par exemple. Je me suis donné une contrainte depuis plus de 20 ans à prendre des notes sur tout ce que je fais, ou presque, et quand j'ai plus de 175 dictionnaires, mon plus ancien est de 1755, et les personnes qui me connaissent ou qui viennent chez moi verront toujours au moins 10 dictionnaires ouverts. Je passe ma vie avec des dictionnaires ouverts. Et quand je prends un mot, la première chose que je fais, c'est est-ce que le sens que j'utilise est le sens correct? Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, comme un artisan, comme un mathématicien, la valeur de 1, c'est pas 2. Tu vois? Et c'est intéressant parce que les premiers dictionnaires, c'est très intéressant quand vous ouvrez un dictionnaire du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, vous verrez toujours que le mot est utilisé avec une majuscule. Et il est bien dit que les mots au sens correct et exact, pour permettre à tout citoyen de devenir, alors elles disent pas que le mot n'existait pas encore en l'état, mais au sens, doit être capable d'être compétent de sa langue. C'est ça que c'est. Et souvent les gens me disent, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Acheter un dictionnaire. Et en particulier un dictionnaire classique, un dictionnaire étymologique. Déjà rien que ça, si vous faites ce travail au quotidien, de prendre le temps d'ouvrir un dictionnaire pour savoir si le mot que vous utilisez est le mot correct et juste, je vous promets que ça va donner beaucoup de changements dans votre vie. D'accord. Alors, c'est tous les travaux et tes observations sur les modes opératoires naturels, tu peux nous en dire un mot? Je crois que tu en as identifié 12. Je parle sous ton contrôle. Alors, je me suis effectivement appuyé. C'est peut-être évolutif encore. Hein. Ça évolue parce que c'est preuve d'une théorie, sinon ce serait pas une théorie, c'est autre chose. Je suis aujourd'hui sur la base de 10 grands modes opératoires. J'ai repris des travaux de Howard Gardner qui me semblaient pertinents. Je me suis écarté de lui parce que, à un moment donné, Howard Gardner a commis l'erreur que je commets certainement aussi à mon niveau, et on pourra me le remarquer, j'accepterai un prochain très chercheur volontiers. Dans quelques décennies, peut-être. Oui, mais en fait, la problématique de Howard Gardner, c'est que, en fait, il a oublié d'où il pensait. Il pense en tant que cognicien. Il faut jamais oublier que le mot cognition vient de cognoscere, qui vient lui-même de quantes, et qui veut dire, à l'origine, les parentés de sang.
On est très très loin. Le mot cognition est devenu une image figurée qui a été récupérée par les Américains pour en faire après une modalité dite scientifique. Alors que non, le mot cognition, cognitif, ça veut dire simplement les liens du sang. Intéressant comme historiquement quand même, tu vois. Et cette notion de Warganer, c'est qu'il est resté très philosophique. Donc même si elle a été formidable dans ses travaux, et que je crois qu'il faut respecter, il a été très décrié, et je suis attristé de voir le manque de respect que l'on peut avoir pour cet homme, qui, pour ma part, même si j'ai après opéré une critique de son travail, une critique au sens scientifique, c'est-à-dire oui. Je suis en désaccord non pas avec lui, mais avec ce que son travail porte à montrer. Et après, je pense qu'il s'est un peu égaré dans l'intelligence existentielle, qui n'est qu'une modalité philosophique de combinatoire. Moi, j'ai fait le choix à un moment donné de ne pas m'égarer, en tout cas de ne pas me laisser attacher à la philosophie ou à la psychologie, mais de rester sur une dimension pragmatique, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qu'on observe ? C'est-à-dire que quand on parle d'un mode opératoire, il doit produire quelque chose. On doit en avoir la preuve, c'est-à-dire on doit avoir un objet, par définition. C'est un principe fondamental. Oui. Je sais que tu aimes beaucoup la notion de preuve, en fait. Montre-le-moi. Montre-moi. C'est-à-dire que, enfin, montre-moi n'est pas la preuve. Montre-moi ce que ça produit. C'est la production. C'est la production, la répétition et la similitude des reproductions qui permet non pas d'avoir une mesure, mais d'avoir une évaluation. Il y a une confusion. Donc oui, j'ai identifié 10 modes opératoires qui valent ce qu'ils valent. Au demeurant, j'ai pas de prétention dessus. Tu peux nous en toucher un mot ? Mais si tu veux bien. Oui, parmi les modes opératoires, dont un que j'ai vraiment mis en avant, qui n'a pas été tout pris en compte par Warganer, ni même par l'intelligence en général, c'est le mode opératoire extrapersonnel, qui découle de la métis des Grecs. Dans le cas de ma thèse, j'ai étudié 108 notions grecques à ce sujet, qu'on retrouve de très loin dans la culture asiatique. Et c'est étonnant parce que cette modalité n'est pas du tout existante chez nous. On la confond d'ailleurs avec ce qu'on appelle l'intelligence des situations, qui, j'entends le concept, le syntagme d'intelligence des situations, mais je préfère de loin dire la métisse, ou ce mode opératoire extrapersonnel, qui est un mode opératoire de circonstance, qui intègre un champ lexical d'une grande finesse que les Grecs avaient, que les Latins vont perdre et que nous on a complètement oublié. Et c'est une finesse sémantique qui ne décolle jamais de la réalité, au sens de ce qui peut s'appréhender sur le champ global de la sensorialité. Tu vois ? Donc, par exemple, le mot, on a la ruse et l'agilité. La ruse qui a été confondue avec la fourberie. Or, la fourberie, c'est l'intention de nuire par l'usage de la ruse. Donc la ruse n'est pas une qualité, la ruse n'est pas une morale. La ruse, comme l'empathie, est un mode opératoire. L'empathie n'est pas une qualité. L'empathie n'est pas un savoir-être. Je le répète, j'embête beaucoup les DRH là-dessus, ou les psychologues. Je leur dis, mais non, l'empathie est un mode opératoire. Pour preuve, allez voir les Iraya. Quand vous allez voir les Iraya, la première fois, vous les rencontrez, vous venez donc avec votre référentiel signifiant occidental. Donc ce que je fais dans les grandes cultures occidentales, vous arrivez, vous serrez la main, vous souriez, le sourire, comme tu le fais à l'instant avec moi, par mimétisme d'ailleurs, montre que il y a réaction, il y a empathie, il y a adaptabilité des signifiants visuels qui dit ouais je te comprends, enfin on est ok sur voilà, mon signifiant vaut le tien, donc on se comprend quoi. Voilà. Sauf que ces cultures-là, quand tu souris, il se passe rien, ils te répondent pas. Alors crois-moi, ça doit être déstabilisant. Bien sûr, c'est déstabilisant parce que ton code, t'as pas de retour. Ouais. Par contre, il monte un cocotier de 20 mètres pour aller te chercher une noix de coco pour que t'hydrater. Ils ne sont pas sympathiques, mais ils déploient l'empathie. Ça s'observe. Donc les pervers narcissiques, les psychopathes sont sympathiques, mais pas empathiques. D'accord ? Donc l'empathie, qui relève effectivement de ce mode opératoire, ce que j'appelle encore interpersonnel, que je vais supprimer définitivement dans les mois à venir. Je vais définitivement supprimer ces terminologies pour rester centré sur des verbes spécifiques qui vont illustrer les modes opératoires. D'accord. Comment concrètement une personne, que ça soit un employé, cadre, manager, qui souhaiterait découvrir quel est son mode opératoire naturel, peut-il procéder ? Est-ce qu'il y a, j'imagine, chez vous, des formations, des travaux
des ateliers? Comment ça se passe? Il me semble aussi, je parle sous ton contrôle, que vous avez mis ça aussi en place pour des adolescents ou des jeunes. Alors, j'ai évidemment développé un protocole scientifique aujourd'hui, qui est d'ailleurs utilisé par Pôle emploi, qui va être déployé d'ailleurs à l'ensemble des 4000 managers de Pôle emploi, qui est aujourd'hui utilisé dans les ministères sociaux. On forme aussi des gens chez Decathlon. Enfin, je les cite, ils m'ont pas interdit de le faire, et puis j'en ai l'autorisation. Effectivement, on s'en sert dans des collectivités. Ça fait un peu de pub pour eux aussi. Voilà. Oui, non, mais en fait, c'est intéressant parce que on a eu de longs échanges. C'est des gens avec qui nous travaillons avec beaucoup de plaisir, mais il a fallu jusqu'à 1 an, Pôle emploi et ministères sociaux, c'est 1 an de préparation, parce que ce sont des écarts culturels fondamentaux. Passer du stade à j'ai du talent à je produis du talent, c'est un écart fondamental. On n'est plus sur une simple nuance, on n'est plus sur une négociation sémantique, on est sur un écart sémantique qui entraîne un écart de pratique colossal. Donc, effectivement, ce protocole qu'on utilise depuis maintenant plusieurs années aussi dans des collectivités comme Châlons-en-Champagne, comme Cessiné-Parisais, comme Grand Chambéry, qu'est-ce qu'il montre au départ? C'est un truc très simple, c'est le postulat de base qui dit montrez-moi ce que vous savez faire. J'ai rien d'extraordinaire là-dessus. On n'a pas attendu après Yves Richet pour le faire. D'accord? D'autres le font depuis des siècles, depuis des décennies, enfin depuis des millénaires. Par contre, ce qui va changer, c'est au-delà de montre-moi ce que tu sais faire, c'est ok, derrière maintenant, de regarder comment la processivité opératoire va être nommée pour commencer à appréhender l'ensemble des nuances sémantiques qui permettent d'appréhender un certain nombre de codifications, puisqu'un mode opératoire, c'est pas une simple activité dite cognitive. Elle répond à des règles très précises. Donc, quelqu'un qui dit, moi j'ai de l'empathie. Je très simple, par exemple, je vais lui montrer, je vais faire 2 choses. Je vais adopter des micro-expressions tout de suite, rapides, et je vais observer sa capacité à m'observer. Et je sais immédiatement si la personne est capable ou non déjà d'appréhender mes propres micro-expressions. Elle va être capable d'appréhender par exemple un mouvement de mes labiales. Elle va être capable effectivement d'adapter, d'ajuster son corps au mien. C'est-à-dire que ça s'observe l'empathie. Tu vois, quelqu'un qui me dit moi je sais faire de la stratégie. Alors je suis un peu taquin, je dis non, on fait la vaisselle, on fait la vaisselle, on fait pas de stratégie. On opère en stratège. Racontez-moi au cours des 6 derniers mois ce que vous avez produit qui vous fait penser que vous avez opéré en stratège et dont le résultat peut être observé maintenant. C'est-à-dire que systématiquement on travaille sur la base, c'est l'observation en fait. L'observation. Les gens pensent qu'ils savent observer, mais les gens ne savent pas observer. Les gens confondent voir, observer et écouter. C'est pas du tout la même chose. Et regarder derrière. Donc, observer, ça implique une compétence associée qui est la description. Or, décrire implique un principe fondamental de la maîtrise de sa langue. Si on ne maîtrise pas sa langue, comment voulez-vous décrire? Et si vous ne savez pas décrire, comment voulez-vous nommer? Les naturalistes le font très bien. C'est-à-dire qu'on voit très bien que si tu veux décrire une plante, tu dois absolument savoir la décrire. Tu dois décrire la feuille la forme de la feuille. Tu dois décrire sa couleur, etc., etc. Donc, il faut décrire, et décrire, c'est utiliser les mots corrects et justes. D'accord. L'heure avance, et je m'en doutais. Je me suis dit, pour Yves, il nous faudra sans doute 2 ou 3 émissions. Est-ce que tu te souviens d'un geste, d'une personne, d'une rencontre qui a compté dans ton cheminement personnel? Tu as fait toute une série sur le mentorat, à une époque, tu as été vraiment au tout début, lorsqu'on a commencé à parler de mentorat, même si, bien sûr, dans les organisations, tu étais un des tout premiers à t'y intéresser. Tu as même fait des séries vidéo dessus. Est-ce que toi-même, tu as eu un mentor est-ce que toi-même, tu as eu un mentor ou quelqu'un qui t'a apporté des clics, qui t'a permis de devenir l'homme que tu es? Ou pas, d'ailleurs. Alors, ou plusieurs, même. J'ai eu ce que j'appelle, moi, des maîtres et un mentor. Même si je suis prudent avec ce mot-là, comme tu imagines bien, en tout cas avec ce mot, parce que mentor, c'est mentor, c'est un prénom d'abord, c'est en toute chose, issu de la grande culture grecque. Quand tu m'as envoyé tes questions, j'ai vraiment pensé à ces gestes marquants, parce que c'est ça que tu as écrit, gestes marquants.
Et j'ai 3 situations qui me sont venues assez naturellement. L'une des premières situations, c'est une situation qui m'est arrivée dans l'Himalaya. Il y avait un événement autour du bouddhisme qui rassemblait un grand nombre de gens. Donc, tu avais des gens de tout l'Himalaya, de cette grande partie de l'Himalaya qui se rassemblait. Et il y avait l'arrière-grand-mère de mon guide. Elle ne m'a pas touché, mais elle m'a proposé de m'asseoir à côté d'elle et elle m'a regardé. Et j'ai fondu en larmes. Ce qui m'a bien sûr totalement... j'étais complètement ahuri de ce qui se passait. C'est que je me dis, mais comment ça a pu arriver? Et en fait, c'est arrivé parce que cette femme, quand elle m'a regardé, quand elle m'a souri, j'ai su ce que sourire montrait. J'ai su, en la regardant, quelle position avait un corps quand il sourit. Et son regard est un regard fixe. Elle me regardait. Mmh. Et t'as vu, je pèse mon mot, hein. Oui, elle me regardait. Et elle m'a invité, ce qui était, moi je l'ai pris comme un honneur, c'est-à-dire qu'elle m'a invité, c'est une femme qui était déjà en méditation depuis plus de 23 ans, à Fleur de Montagne. Donc elle m'a gentiment invité avec son arrière-petit-fils et avec son arrière-petite-fille. Donc j'ai une photo extraordinaire, j'ai réussi à la prendre. Elle embrasse son arrière-petite-fille sur la bouche. Une photo extraordinaire. Et j'étais là, dans cette petite maison d'à peine 15 mètres carrés, en terre battue, avec un petit chaudron. Elle m'a offert un café absolument dégoûtant, imbuvable, mais que j'ai bu parce qu'elle me regardait et parce que tu me demandais ce qui m'avait marqué, ce qui m'avait appris. C'est ça qui m'a transformé. Parce que je me suis dit, mais en fait, Yves, tu ne sais pas sourire. Tu sais pas sourire. Tu fais une grimace, mais tu sais pas sourire. C'est ça que je me suis dit. J'ai compris que je faisais des grimaces, mais je ne savais pas sourire. Et ces gens-là, quand ils ne sourient pas, leur visage est impassible. Tu vois. Le deuxième geste, ça a été mon maître de kung-fu que j'ai rencontré. J'étais pas vieux, j'avais 22 ans. Quand je vais pas se ravis sur l'histoire, on n'a plus beaucoup de temps, mais mon premier entraînement s'est fait je me levais à 3 heures du matin, je me rendais à 4 h moins le quart en forêt. Ça faisait des journées encore un peu plus longues. Hein. Alors, j'ai répondu à ta question tout à l'heure, mais j'ai toujours une capacité de... Étonnamment, j'étais un homme, et je suis un homme, je pense, encore discret, avec tout ce que ça peut avoir comme jugement de la part de personnes, qui me touchaient au départ, mais qui finalement est devenu... j'en ai fait un potentiel. Et cet homme, en fait, je me souviens de cette phrase dans la nuit, puisque je le voyais pas, à 4 heures du matin, il faisait noir, et t'as une position de base qui est ce qu'on appelle le Trubintan, qui est une position, ce que les gens connaissent souvent sous la forme du cavalier. Sous la forme du cavalier, la position du cavalier en posture chinoise, elle est très difficile, puisque il te met un bambou au niveau des jambes, qui est au niveau juste là des rotules des genoux, partie supérieure des genoux, en partie de l'articulation, et le bambou ne doit aller ni en avant ni en arrière, et tu mets un bambou sur le dos qui ne doit passer ni à gauche ni à droite, ni passer, tomber. Donc tu dois être parfaitement à l'équerre. Parfaitement à l'équerre. Et les pieds doivent être parfaitement parallèles. Et j'ai tenu 18 secondes. Bon, j'étais à l'époque particulièrement prétentieux et arrogant, la marque des jeunes hommes dont je faisais partie, qui voulaient prouver que j'étais un homme, évidemment. Et arrogaré, qui ne se pose pas question et qui avait au contraire prétention à savoir. Et je suis tombé. Et j'ai entendu dans la nuit cette phrase simple qui a marqué mon histoire et qui a été une phrase d'humilité qui a juste dit « Oh, il y a du boulot ». Et en fait, j'ai dû prendre les béquilles parce que je travaillais 3 heures par jour avec lui, 6 jours sur 7. Et donc j'ai reçu un entraînement physique hors norme. Et c'est un entraînement qui me faisait pas prendre du volume musculaire, mais de la densité musculaire. Et toute cette densité que j'ai acquise au cours de nombreuses années, parce que j'ai travaillé 6 ans avec lui, puis il y a un autre maître qui m'a recommandé après. Donc pendant 12 ans, j'ai travaillé 18 heures par semaine. Donc je travaillais inlassablement. 18 heures par semaine de sport. D'entraînement, d'art martial. Désolé.
Non, d'art martial. D'art martial. Donc l'art martial, c'est de la méditation, c'est de l'entraînement physique, ce sont des rituels tous les jours que je suivais, que je suis différemment aujourd'hui. Et quand j'ai réduit mes entraînements physiques, j'ai par contre suivi les mêmes rituels et les mêmes disciplines dans la recherche. Ce qui répond à ta question de tout à l'heure, c'est que ma discipline actuelle n'est que le prolongement de cette longue discipline que je cultive depuis 25 ans. Voilà, pour faire simple. Magnifique. Alors, une question me vient, c'est comment gères-tu la pression, les aléas de la vie, parce que j'ai pas précisé, tu ne l'as pas fait par humilité, en fait. Tes travaux parlent pour toi. Tu disais tout à l'heure, j'évite de me mettre en lumière, ou je ne suis pas quelqu'un qui parle de moi, mais ce qui fait ta notoriété, effectivement, et nous avions un échange en voiture, ce sont la qualité de tes travaux. Tu as produit énormément, tu as écrit des centaines d'articles, tu as fait plusieurs ouvrages, certains sont disponibles. On parlait tout à l'heure de ta thèse doctorale, tu as sorti un livre que je mettrai en référence dans le descriptif de l'épisode. Comment gères-tu alors, j'emploie peut-être pas le bon mot, mais la pression, le stress, les aléas de la vie? Alors, si tu me permets... Et est-ce que tu as, là encore, quelque chose à transmettre qui peut être facilement applicable? Alors, est-ce que tu me permets de prendre un exemple qui Allez. nous concerne aujourd'hui même? Allons-y, Voilà. si tu veux. Il y a quelques minutes, il y a eu un moment où les écrans se sont éteints, si tu te souviens. Oui, très bien. Voilà. Mais on a un bon ingé son, donc, Et Grégory qui réalise aujourd'hui. qui est face à moi, qui est de dos, je l'observe depuis tout à l'heure. Quand les écrans se sont éteints, je n'ai observé aucun mouvement de sa tête. Ouais. Et tu as dit, je suis stressé parce que j'ai vu que ça s'éteignait. Ouais. Et en fait, je réponds à ta question, c'est que c'est mon observation qui m'évite de subir les stress dits négatifs, parce que la problématique aussi de notre culture, c'est qu'on est tellement tourné vers... Je dis pas que c'était donc qu'à ce moment-là, attention. Mais l'écran pouvait donner le sentiment que c'est lui qui est le signe que tout marche, alors que ce qui marche, c'est ce qu'il a sur les oreilles actuellement. Ouais. Donc tant qu'il bouge pas, tout marche. Ouais, tout va bien. Tout va bien. C'est vrai. Donc que l'écran soit allumé ou pas n'était pas le souci. Ouais. Tu vois? Et Ouais. en fait, c'est ce que je fais au quotidien. C'est-à-dire que là où les gens réagissent immédiatement à l'événement, moi j'observe ce qui conduit à l'événement et les conséquences plausibles et possibles. Le stress, je dis pas que j'en ai pas. Je reste un homme qui peut être affecté par des commentaires, par ceci, par cela. Mais je ne suis pas dupe, donc je fais comme n'importe qui, c'est que après je les dissous. Et c'est pour ça que le stress n'est qu'un tremblement de ma part face au cours des choses. À moi de définir si ce tremblement est utile et est-ce que je peux en retirer un potentiel et qu'est-ce qu'il me donne comme information. Une fois que l'information est identifiée, nommée, signifiée et localisée, ben je la traite. D'accord. C'est tout. D'accord. Enfin, en fait, c'est très simple dans l'absolu. J'en profite puisque tu as cité cet événement pour remercier Grégory aujourd'hui du studio Flash Production qui fait l'enregistrement, et je salue Laurent Bernat qui s'occupe de la post-production et qui enregistre aussi la majorité des épisodes. On arrive au terme de cet épisode. J'ai mes deux questions rituelles. S'il n'y avait un seul livre à recommander, si tu avais un livre à recommander à nos auditeurs, je sais qu'il y en a une multitude, mais s'il y en avait un qui leur permettrait de partager cet ouvrage avec toi, voilà. Ce sera, c'est pas un, mais enfin moi je l'ai en 3 volumes, c'est le dictionnaire de la langue française d'Alain Rey. D'accord. C'est que je crois qu'aujourd'hui, parce qu'il y a trop de livres, je peux pas faire de choix. Par contre, un livre, c'est ce que j'appelle un dictionnaire. D'accord. Oui, ça c'est un choix que je recommande parce que, pardon. Il n'y a pas de mal. C'est les aléas du direct.
J'avais mis le chrono, tu vois. C'est le grand dictionnaire historique de la langue française d'un arrêt. D'accord. Voilà, c'est lui que je recommande systématiquement. D'accord. Merci beaucoup. On mettra aussi les références, la possibilité de tout ça dans le descriptif, comme nous le faisons habituellement. Ma dernière question avant de te laisser le mot de la fin, c'est qui me recommanderais-tu de rencontrer pour un prochain épisode ? Alors si tu pouvais la rencontrer, une femme que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de tendresse pour elle, qui a été une forme de mentor, c'est Maïla Paul. Ouais. Maïla Paul. Ouais. Il y a des gens, mais il est plus là, c'est Gaston. Enfin, il est plus là, il est au Québec, c'est Gaston Pinault. Ouais. Un monsieur comme Pierre Chartier, mon directeur de thèse. Voilà, les 3 personnes sont des. J'avais demandé une, mais tu m'en as donné 3. Ouais, mais c'est des personnages. D'accord. Enfin, Maïla Paul, si tu peux avoir Maïla, si tu m'entends et que tu as la possibilité. Voilà, c'est une femme qu'il faut entendre et qu'il faut écouter, me semble-t-il. Je partage. Voilà. Je te laisse maintenant le mot de la fin. Voilà, en 2-3 phrases, le message que tu aurais envie de nous délivrer. C'est la petite tradition, ça peut être très court. Voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour le mot de la fin ? D'abord, je te remercie pour cette conversation. Et j'ai le mot qui me vient à l'esprit, qui est un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot silence. C'est-à-dire, s'il n'y a rien à dire, faisons taire la tête et donc par définition le vocable. Merci beaucoup Yves, merci infiniment d'être venu jusqu'ici. Je sais combien le temps est précieux pour toi par rapport à tes multiples activités, et tu nous as expliqué le rituel de ton vie. C'est un privilège de t'accueillir. Nul doute que nous nous reverrons parce que ton actualité est très riche et je souhaiterais te retrouver dans quelques mois, au fil des épisodes. En tous les cas, merci infiniment, à très bientôt et excellente soirée. Merci à toutes et tous et merci aussi Laurent. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Stick it up my face.